Bonsoir, on se retrouve ce soir pour notre deuxième célèbre rendez-vous maintenant de rencontre organisée par la Fédération des services publics. Mais ce soir, on va échanger sur l'extrême droite. L'extrême droite dans les collectivités, l'extrême droite en regard des populations, mais en regard aussi de sa gestion des personnels. Comment tout ça se vit, comment tout cela se gère. Et pour discuter avec nous de tout ça, je lis ma petite fiche. Sonia Porot, secrétaire générale de l'UD 78, membre du collectif confédéral de lutte contre l'extrême droite. Pascal Debay, membre de la CE confédérale, responsable du collectif de lutte contre l'extrême droite. Jérémy Zanzer-Pépi, secrétaire du syndicat des territoriaux d'Ayange. Et enfin, Baptiste Talbot, secrétaire général de la Fédération CGT des services publics. Sonia, si tu veux bien, on va commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet. Tu représentes donc les Yvelines. C'est dans les Yvelines qu'il y a la seule ville gérée par l'extrême droite en Île-de-France. Est-ce que tu peux d'ores et déjà nous dire quelques mots sur l'impact de cette gestion extrême droite sur la population? Oui, alors déjà il faut savoir que l'élection d'un maire Front National en Île-de-France a été un peu une surprise. Globalement, le vote est un peu plus faible que dans le reste du pays, et cette élection, elle s'est faite à 61 voix près, donc vraiment ça s'est joué à très très peu de choses. Pour la population, les effets sont assez nombreux. Il y a eu très rapidement des baisses de subventions aux associations. Alors il y a eu la Ligue des droits de l'homme en viseur dès le départ, donc ils ont retiré les locaux et toute subvention puisqu'ils jugeaient l'association trop politisée. On a compté entre 2013 et 2018 une baisse de 45% des subventions aux associations, ce qui a entraîné du coup la disparition d'environ la moitié des associations locales. Donc tout ce qu'elles pouvaient proposer à la population, c'est ça en moins. Le football club du Mantois, qui joue quand même en division 2, en National 2, spécialiste du foot, vous m'excuserez, aujourd'hui n'est même plus du tout financé, alors que c'est quand même un club important localement. Voilà, la culture n'est pas plus épargnée que le sport, puisque l'école d'art plastique, par exemple, le nombre d'heures de cours est financé, donc les inscrits sont divisés par 2, donc vraiment un service à la population très, très baissé. Tout ce qui est de l'ordre du social, il y a vraiment eu des réductions drastiques, mais voilà, au compte-gouttes au fil des années. Alors en 2014, il y avait le projet de restreindre l'accès à la cantine pour les enfants de chômeurs. C'était à la mode dans d'autres mairies, enfin Front National ou pas d'ailleurs. Voilà, au fil du temps, les fêtes de quartier, il y en avait 4 par an dans les différents quartiers de la ville. Il n'y en a plus qu'une, ça tourne tous les ans dans les différents quartiers. Beaucoup de mesures qui touchent la jeunesse, je pense qu'il faut le souligner. Il y avait un local qui s'appelait Ado, donc pour les jeunes, qui a été fermé. La mairie proposait auparavant des jobs d'été aux jeunes pendant 2 semaines. Ça permettait à une quarantaine de jeunes d'avoir une activité pendant l'été. C'est fini aussi. Les bourses pour le BAFA qui existaient, ça aussi, ça a disparu. Dans les centres de vie sociale, donc où c'est beaucoup, là aussi les jeunes ou les personnes âgées, suppression des activités, il n'y a plus de financement, donc ça ne propose plus rien. Donc par exemple, je discutais avec les camarades du syndicat il y a quelques mois, ils disaient qu'il y a un centre de loisirs qui proposait des activités à la demi-journée, donc sans cantine, donc quelque chose d'assez souple et du coup d'accessible même à des familles à bas revenus, puisqu'on n'est pas obligé d'inscrire sur la semaine. Fin 2007, il y avait 6 enfants inscrits pour 80 places. Parce qu'ils ont augmenté les tarifs, parce qu'il y a des pénalités financières en cas d'inscription tardive, donc ça bloque vraiment les effets. Donc voilà, vraiment des services à la population qui ont été assez ravagés. Voilà, la mairie, comme beaucoup de municipalités mise beaucoup sur le côté sécuritaire, donc en mettant l'accent sur la police municipale, mais en même temps leur gestion fonctionne pas si bien, puisqu'ils ont eu 11 recrutements, mais il y a eu 13 départs, donc comme quoi ça ne fonctionne pas. Alors ils ont
Hein, ils ont baissé tout ce qui est dans le social, le culturel, l'associatif, mais pour la vidéosurveillance, ils ont quand même trouvé près de 300 000 euros. Hein. Ils ont aussi adhéré à l'association, enfin non, c'est pas une association d'ailleurs, Voisins Vigilants. Ils avaient organisé une réunion publique en juin 2015. Il faut quand même souligner que Voisins Vigilants, c'est une entreprise qui compte entre 10 et 20 salariés, qui en 2013 faisait 20 000 euros de chiffre d'affaires, hein, qui met beaucoup de communication sur son site de l'État, du ministère de l'Intérieur, mais qui n'est pas du tout en partenariat avec l'État, et qui propose du matériel payant, hein, c'est-à-dire que à part le kit quand on adhère, où il y a quelques autocollants gratuits, après c'est 120 € les 100 autocollants. Hein. Et il y a déjà eu dans d'autres villes où ça s'est mis en place des dérives, y compris la police ou la gendarmerie se sont parfois inquiétés des dérives de délation et autres. Donc ça, la mairie l'a mis en place. Et puis il y a eu évidemment ce qui est aussi un des fonds de commerce du Front National, et donc ils ont aussi fait ce qu'ils ont essayé de le mettre en œuvre, hein. C'est le côté raciste, hein. Voilà, il y avait une salle de prière provisoire à Mantes-la-Ville, hein, qui datait depuis 2002, donc avec un projet pour avoir un terrain, des locaux beaucoup plus adaptés pour cette population-là. Ils ont vraiment tout fait pour empêcher l'installation de cette mosquée, même s'ils ont finalement été déboutés par le tribunal. Et dans le cadre de cette campagne-là, ils sont aussi fait aider par Génération Identitaire, hein, puisque le 19 mai 2015, le siège de la communauté d'agglomération d'Antiveline, qui justement devait rendre le terrain, a été recouvert d'autocollants « Pas de mosquée chez moi », siglé Génération Identitaire. Voilà, donc ça montre vraiment les grands thèmes sur lesquels intervient le FN. Ce qu'on peut dire vraiment, c'est plus de social et du sécuritaire, si on devait un petit peu résumer. Très bien, merci Sonia de cette description très précise. On le voit donc pour les populations, les conséquences. Ce qu'on voudrait voir aussi avec toi, Jérémy, c'est pour les salariés, et particulièrement bien sûr pour les syndicalistes que tu es, syndicaliste CGT à Hayange. Peux-tu nous dire quelles ont été les conséquences immédiates après l'élection du maire d'Hayange? Dès l'élection en 2014 du maire hayangeois, nous, on a fait un tract pour dénoncer la politique Front National, que nous, la CGT, on était totalement opposés à cette politique. Les effets immédiats ont été, avant j'étais responsable d'un service voirie, maintenant on m'a muté contre l'avis de la CAP au service nettoyage de la commune. Après, nous, on vit comme une vraie discrimination, l'attitude de l'employeur vis-à-vis du bureau syndical, des membres du bureau. C'est-à-dire on a un agent qui demande à passer à 35 heures depuis un certain nombre d'années et qui est toujours pas passé et qui ne passera pas parce qu'elle est CGT. On a des collègues ou titulaires d'examen d'agents de maîtrise qui ne seront jamais nommés parce que CGT, alors qu'en face on a un syndicat plus consensuel où là les promotions sont de mise. Après la gestion du personnel, ils nous ont installé des vidéosurveillance dans les ateliers municipaux, en mairie. On a des GPS dans les véhicules, alors tout sous anti-vol, voilà, c'est anti-fraction, c'est au cas où on vole un véhicule. Nous on pense surtout que c'est pour surveiller bien comme il faut le personnel. Sinon nous on déplore un peu la peur du personnel maintenant vis-à-vis du maire qui tape très fort sur les membres de la CGT, donc les autres ont peur de se mettre en avant, on perd un peu le rapport de force lors de nos mobilisations, mais on reste tout de même le seul syndicat qui a une force de proposition en face de ce maire, et on résiste. Alors très souvent les élus politiques viennent nous voir d'un air, je sais pas comment dire, de compassion, comment allez-vous? Nous ça va, on résiste, c'est difficile mais on résiste, on est là. Après la politicienne de l'opposition à Hayange, pour nous elle est assez faible. C'est ce qui fait qu'il se permet tout ce qu'il se permet. Et voilà, c'est difficile. C'est un climat difficile, détestable, mais on fait tout pour que ça change. Tu as été sanctionné aussi, oui. Voilà, parce que vous faisiez grève et voilà, 3 jours après... Ils ont profité j'ai eu un écart de conduite langage,
pas démesuré non plus. J'ai eu un rapport de ma hiérarchie. Le signataire de ce dit rapport a demandé un avertissement. J'ai jamais été convoqué avant. Entre-temps, on a fait une grève qui a bien fonctionné. L'avertissement se transforme en jour de mise à pied avec suppression de toutes mes primes. Donc je pense à une répression plus qu'à une sanction. C'est une sanction syndicale déguisée pour moi. Pascal, tu vois, on vient de faire un peu là un état des lieux avec les camarades sur le Front National dans les villes, avec les salariés. Donc toi, tu as une vision forcément assez large, assez tendue de par tes fonctions au niveau de la Confédération. Donc comment toi, tu peux analyser pourquoi le Front National arrive à s'installer quand même dans nos villes? Parce que tu disais tout à l'heure que c'était assez faible en face. Donc est-ce que c'est aussi parce que le camp progressiste a une certaine faiblesse que l'extrême droite peut prendre de l'ampleur? Comment tu qualifies évidemment l'extrême droite? Est-ce qu'on doit l'appeler maintenant que Front National, ou est-ce qu'on doit dire l'extrême droite c'est plus... Il y a une diversité, voilà. Comment tu peux nous aider à... Je crois que déjà ce qui est important, c'est de ne pas avoir cette vision peut-être que franco-française. Malheureusement, on est dans une situation où dans toute l'Europe, et l'actualité récente nous le prouve encore une fois, beaucoup de pays européens aujourd'hui, les plus proches, l'Italie, l'Autriche, même l'Allemagne, voient réapparaître ou voir se développer en termes d'électorat et de popularité des partis de fascistes, néofascistes, voire néo-nazis, d'extrême droite vraiment dure, qui recueillent des voix, qui recueillent des suffrages parmi des populations avec des histoires différentes, des cultures différentes, et qui en tout cas amènent des questions de repli sur soi, des questions identitaires qui sont fortes sur le continent européen. On pourrait même développer un petit peu ailleurs. Je pense que ce qui s'est passé aux États-Unis avec Trump participe à tout ça, mais bon, là on s'est garé un petit peu du sujet de ce soir. Mais je crois que c'est important déjà d'avoir ça en tête. Parce que moi je pense aussi à un événement récent qui s'est passé dans les Alpes, donc la frontière avec l'Italie est française, lorsqu'on voit quand même qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation à différents lieux de notre pays, que ce soit, et je développerai ensuite, que ce soit du nord, du sud ou de l'est dont viennent les camarades d'Ayange, c'est qu'on voit apparaître y compris des groupuscules aujourd'hui, alors qui se requalifient, certains noms, je ne veux pas être trop dans les détails, ça s'appelait le GUD, aujourd'hui on voit le bastion social qui apparaît, qui crée des sortes de cafés, qui veulent avoir une connotation sociale, ils sont à Chambéry, ils sont à Lyon, ils s'installent jusqu'à Aix-en-Provence, Marseille, Strasbourg, et qu'ils ont une volonté de marquer le terrain, de vouloir s'adresser à la population la plus exclue, la plus marginalisée, parce qu'aujourd'hui on est dans une situation où il y a une grande pauvreté, il y a une grande souffrance sociale dans notre pays et dans d'autres pays européens, et de vouloir faire du social à ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire vraiment plus que nationalisme, du fascisme, quoi. Donc on s'adresse à une population blanche, française, on va servir des soupes avec du porc dedans pour justement, y compris des personnes de confession musulmane ne puissent même pas bénéficier de cette solidarité-là. Donc on a ça. Ce qui s'est passé à la frontière italienne est quand même extrêmement grave. Aujourd'hui, on a des milices fascistes autour de ces identitaires qui aujourd'hui quadrillent un territoire, font quasiment des rondes dans des villages à chercher, à repérer, y compris des gens qui chercheront en effet à rentrer sur notre territoire et passer la frontière italienne. Et tout ça, je trouve, dans une certaine neutralité aujourd'hui de ce gouvernement et de ce président de la République qui maintenant est installé depuis 1 an, qui a quand même été élu dans un contexte plus que particulier, face à la représentante de l'extrême droite, Madame Le Pen. Donc il y a tout ce contexte qui est rude, qui est inquiétant. C'est pour ça que notre campagne, elle est vraiment, maintenant depuis plusieurs années, dirigée contre les idées d'extrême droite. Et donc dans la question que tu me posais, c'est vrai qu'on parle beaucoup du Front National, je dirais malheureusement, mais il ne faut pas oublier que, notamment dans le Sud, dans le Vaucluse, il y a beaucoup d'élus de la Ligue du Sud, des maires, des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des députés. Il y a cette scission là, qui a eu lieu il y a quelques mois avec les Patriotes autour de M. Philippot, mais on voit aussi quelques groupuscules qui
y compris en utilisant un petit peu je dirais, ce qui peut être compréhensible, une certaine des fois frilosité vis-à-vis de décisions au niveau européen, vont un petit peu jouer sur les questions du Brexit, sur la question du rejet de la construction européenne, en disant en balayant le fait qu'on pourrait en construire une Europe sociale, et qui jouent là-dessus pour amener ces idées de repli nationalisme, de repli, y compris sur une monnaie qui redeviendrait le franc et qui aurait des conséquences sociales et économiques d'ailleurs dramatiques, même si là j'ai pas forcément le temps de développer. Je pense que l'exemple britannique est l'exemple et le contre-exemple réel de ce qu'est en train de subir le salariat britannique et la population britannique en termes de perte de pouvoir d'achat, d'une austérité qui va taper encore plus fort pour les plus humbles, les plus pauvres, y compris ceux qui sont rejetés aujourd'hui de l'emploi ou qui sont précaires avec des travaux mal payés. Donc on est dans ce contexte-là. On est dans un contexte, et parce que je ne veux pas y échapper, où y compris aujourd'hui, sur le reste de l'échiquier politique, des idées sont reprises. Je pense que, on va citer Vauquier, bien sûr, on voit qu'une partie de la droite, elle est en train de se radicaliser, comme on a connu en Italie, une partie de la droite fait certainement le pari, est mise sur un avenir où peut-être, l'avenir le dira, j'espère qu'on se trompe, que des alliances droite-extrême droite peuvent y compris réapparaître dans notre pays, parce qu'elles ont déjà existé au niveau régional, il ne faut pas l'oublier, il y a une vingtaine d'années. Donc il y a des choses qui ont déjà existé, rien n'est nouveau sur ces aspects. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, on voit, y compris dans ce gouvernement, moi je veux dire, ce qui se passe sur la question de l'immigration, la question des migrants, sur certains discours qui sont portés aujourd'hui par des ministres, y compris, moi je regardais avec une certaine inquiétude ce qui se passe depuis 2-3 jours là, autour d'une représentante de l'UNEF qui a pris des responsabilités et qui en est fait voiler, ce qui est son droit le plus légitime. On voit qu'il y a des mots là qui sont dits, qui sont inadmissibles. On voit qu'on est y compris au plus haut de notre représentation, donc au niveau du gouvernement, des confusions. Voilà, au lieu d'avoir des responsables et qui amènent des explications, qui crée la façon, une façon, je dirais, intelligente de faire que les gens se comprennent, respectent leurs cultures différentes, leurs religions différentes, leurs parcours différents. On est en train de continuer à alimenter ce qui est distillé malheureusement depuis des années et des années, et qui se traduit par le vote de l'extrême droite, qui est le fait de dire qu'à un moment donné, on ne pourrait plus vivre ensemble parce qu'il y aurait des modes de vie différents, des religions différentes. Donc c'est terrible. Donc je pense que ce qui est devant nous, pour nous la CGT, un syndicat qui, je crois, on peut être fier de ce qu'on fait, même si on a des difficultés, même si on n'est pas parfait. Je veux dire, ce qui se fait dans la CGT depuis des années, le travail qu'on mène dans les fédérations, dans les départements, des journées d'études, les formations qu'on a mises en place, qu'on développe de façon quand même intensive. Il y a quand même une grosse activité. Les documents qu'on a élaborés, les analyses qu'on a diffusées, c'est toujours insuffisant. Puisque sinon il n'y aurait pas eu Mme Le Pen au second tour, et elle n'aurait pas un tel succès parmi le salariat, y compris peut-être parmi certains de nos adhérents. Il ne faut pas avoir de tabou là-dessus, il faut voir la vérité en face. Donc ce travail, il faut continuer à le mener avec une grande motivation. Je pense qu'il faut qu'on élargisse toujours le nombre de responsables syndicaux dans la CGT qui vont s'emparer de ces sujets et qui vont le porter, parce qu'il ne peut pas y avoir de progrès social, il ne peut pas y avoir une lutte contre l'austérité, on ne peut pas gagner de nouveaux droits, avoir une hausse des salaires, avoir une société plus juste si on accepte ce développement des idées d'extrême droite, parce que c'est un blocage pour le social, c'est un blocage pour l'économie, c'est un blocage y compris sur le vivre ensemble, même si ce mot des fois il est balancé comme ça, mais le vivre ensemble, c'est vivre en paix quelque part, c'est vivre en paix, c'est vivre tranquillement. Et ça, je le dis, même si ça s'éloigne peut-être y compris de la gestion des communes, moi je crois qu'il faut le dire avec force. L'extrême droite, lorsqu'elle est au pouvoir et lorsqu'elle se développe dans de nombreux pays, c'est la guerre. C'est la guerre. C'est une guerre soit des fois larvée, c'est une guerre peut-être un peu différente de ce qu'on a pu connaître au XXe siècle, mais c'est une guerre qui est terrible, c'est une guerre qui fait des morts. Et c'est une guerre qui fait que les gens sont dans la souffrance. Donc notre lutte contre l'extrême droite, elle est importante. Et pour en revenir à ta question de départ, je ne peux pas avoir une analyse fine et là développer tout par commune qui malheureusement aujourd'hui sont gérées par l'extrême droite, parce qu'il y en a une dizaine quand même, dans des régions différentes, de Ménard à Béziers qui est apparenté Front National, en passant par chez toi, enfin chez nous en Moselle avec Engelmann, mais d'autres aussi dans d'autres villes. En tout cas avec d'autres syndicats, on travaille, on a eu des analyses, etc. Bon, et ce qui ressort, c'est ce que tu as dit, c'est le fil noir, quoi. C'est-à-dire, on voit bien, ils tapent sur les associations,
Ils vont taper sur les gens qui vont un petit peu résister, hein, c'est-à-dire résister dans les communes, donc les agents qui sont syndiqués, hein, des fois pas que chez nous d'ailleurs, hein, et puis qui font leur boulot de syndicaliste, hein, donc ça tape dur. Ça tape sur les associations, hein, je ne sais plus si tu l'as dit, mais bon, le Secours populaire à Yange, mais c'est le cas dans d'autres villes, voilà. Bon, on tape sur des associations qui font quand même, qui ont un rôle social irremplaçable, qui aident des gens qui en ont besoin, des enfants, y compris des enfants. Hein, tu l'as pas dit, je crois, mais il faut le dire quand même, y compris en Moselle, voilà, pour ceux qui nous regardent le coin de la France, il y a une tradition qui est autour de la Saint-Nicolas, qui est avant Noël, voilà, on distribue des bonbons. Vous voyez, quand on en est à distribuer aujourd'hui voilà, des knacks, donc des saucisses, parce que ce sont des saucisses avec du porc, pour éviter du coup que 30% des enfants de la commune d'Ayange, qui sont en effet de confession musulmane, ne puissent pas bénéficier de ce geste de sympathie, de partage. Vous voyez où on en est, c'est dégueulasse qu'il n'y a pas de terre, c'est dégueulasse. Donc on en est sur des choses comme ça. Et partout, et le club de sport, ça peut paraître anodin, ce que tu as dit, mais on l'a retrouvé dans d'autres villes. On va taper sur des lieux tout compte fait, qui créent du lien, qui font que les gens, d'où qu'ils viennent, parce qu'on a toutes des histoires, on vient de lieux, de familles différentes, voilà, c'est la vie, mais qui font que les gens se rencontrent, se connaissent, grandissent ensemble, et on voit qu'ils veulent briser ça. Ils brisent la solidarité, ils brisent les lieux, voilà, et ils veulent mettre, dans l'exemple d'ailleurs, j'étais pathétique quand même, c'était de vouloir mettre une association gérée par l'ancienne femme de Jean-Marie Le Pen, et qui est clairement une officine d'extrême droite, une association fasciste, et qui fait de la solidarité à la mode de ce qu'on a pu connaître dans les années 30 en Allemagne nazie ou en Italie mussolinienne, quoi. Enfin, on est quand même sur des choses extrêmement lourdes. Alors après, moi je ne peux pas non plus avoir une analyse fine politiquement, mais c'est évident, ça renvoie, y compris sur la sphère politique, aux responsables dans ces communes. Il est évident que là où il y a eu des divisions à gauche, là où il y a eu 3-4 listes, hein, comme dans le cas d'Ayange au second tour, forcément, ça donne un boulevard, malheureusement, à des gens qui, donc des fois, ont pris la commune et ont pris les rênes des municipalités en étant largement minoritaires en nombre de voix, mais majoritaires en suffrage pourcentage. Hein, donc ça doit servir de leçon, je pense aussi, aux femmes et aux hommes qui veulent un peu, animer une ville moyenne, grande. Voilà, je crois qu'on est dans une situation où il faut vraiment créer les conditions de se rassembler, de faire des politiques pour les gens, quoi, hein, voilà, pour les gens. Et je terminerai là-dessus, sur ce premier tour, c'est qu'on doit, nous, être très clairs sur notre discours, sur nos propositions, sur ce qu'on dit au niveau économique, au niveau social, lorsqu'à un moment donné, parce qu'il y a une colère, il y a des décisions qui sont lourdes. Mais on doit être très clair et être toujours attentif à ne pas se faire récupérer. Parce qu'on voit bien, quand on parle d'imposture sociale, on le met souvent comme ça en titre, on peut dire, tiens, c'est un terme comme ça, mais imposture sociale, c'est malheureusement ce que font les partis d'extrême droite dans la plupart des pays européens, c'est de récupérer une colère sociale, de profiter du déficit de l'offre politique à gauche, et de faire croire qu'ils ont, eux, une offre sociale, qui peuvent régler le problème des gens, y compris avec des solutions des fois qui sont saugrenues, et malheureusement ça peut marcher. Donc il faut qu'on soit extrêmement, très fort là-dessus, et qu'on laisse rien passer au quotidien, hein, et qu'on soit clair dans nos explications, et que toujours on soit dans la pédagogie, hein, y compris dans nos entourages, lorsqu'on entend des choses qui des fois nous hérissent le poil, il faut qu'on soit capable de toujours expliquer, même si des fois ça met beaucoup de temps et que ça peut être un peu dur en termes d'impatience, mais c'est notre défi de syndicaliste CGT. Pour enchaîner, Baptiste, puisque Pascal a dit énormément de choses intéressantes et fort bien sûr, mais il a parlé du discours social de l'extrême droite, il a parlé d'idées qui pouvaient se distiller aussi dans nos organisations. Tu es responsable fédéral, tu as eu à gérer notamment la question d'Ayange, puisque ce maire d'Ayange était à un moment donné à la CGT. Encore aujourd'hui, tu as parfois, fort heureusement, ça reste très minoritaire et très à la marge, hein, bien sûr, à la CGT, mais on n'est pas à l'abri de ce que des idées comme celle-là peuvent parfois être reprises ou une forme de croyance sur, oui, il s'occupe de nous, etc. Bien. Donc toi, en tant que responsable, comment tu penses que ce combat d'idées dont parle Pascal qu'il faut mener doit aujourd'hui se mettre en place et en œuvre dans notre syndicat?
Je pense que ça suppose deux choses. La première, c'est une prise de conscience. Donc celle de ce point de vue-là, l'affaire Engelmann en 2011, si j'ai bonne mémoire, ça a été un moment révélateur. Je vais y revenir. Le deuxième aspect, je vais finir sur ce qu'a dit Pascal, ça va prendre du temps. C'est-à-dire que voilà, le mal est profond, il y a un gros travail idéologique, politique à mener dans nos organisations, dans le salariat plus largement, et donc se dire que voilà, ça ne va pas se résoudre d'un coup de baguette magique et que ça va prendre du temps. D'ailleurs, y compris, ça vaut le coup du coup de rappeler que l'extrême droite elle-même, si elle en est là aujourd'hui, c'est parce qu'elle a mené des décennies de travail idéologique de fond, de reformulation de ses idées, pour les rendre plus acceptables, pour y compris s'approprier les thèmes portés par la gauche, notamment sur le terrain social, etc. Donc il y a eu tout un travail idéologique mené par ce courant pour en arriver à ce qu'il est aujourd'hui, pour en arriver aussi à ce que ces idées, comme le disaient notamment Pascal et les autres camarades, ces idées elles infusent plus largement. Effectivement, moi je suis aussi inquiet de voir que la droite qui se dit républicaine reprend de plus en plus de thèmes de l'extrême droite, mais qu'y compris le gouvernement, alors qu'on peut maintenant, je pense, assez clairement situer lui-même à droite, s'approprie lui-même des thèmes de l'extrême droite. Parce qu'elle disait qu'il y a tout ce qui a pu être dit sur l'immigration, d'ailleurs y compris Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, nous a dit récemment à l'Assemblée que des régions seraient menacées de submersion migratoire, donc ça y reprend exactement, y compris le mythe du grand remplacement porté par l'extrême droite. Le coup qu'a fait Macron sur la question de la laïcité, je pense aussi que c'est quand même une manière pour lui de s'adresser à une frange réactionnaire de la population française, donc ça c'est pas non plus un bon signe. Donc voilà, tout ça c'est le fruit de décennies de travail idéologique de fond. Voilà. Donc nous-mêmes, pour déconstruire tout ça et faire en sorte que les thèmes qu'on porte nous reviennent sur le devant de la scène, ça va prendre du temps. Donc je disais que l'affaire Engelmann, elle a été le révélateur d'un certain nombre de choses. D'abord, elle a été révélateur du fait que oui, on a aussi un problème, on peut être confronté à des problèmes dans la CGT, que ça existe. On peut donc avoir un militant de la CGT qui s'assume publiquement comme étant un militant d'extrême droite. Faisant ça, en même temps, il nous a donné les moyens de lui régler son cas en tant que militant CGT, puisque quand on est dans la CGT, on ne peut pas utiliser son étiquette syndicale à des fins politiques, ce qu'il avait fait de manière très claire, y compris dans le cadre de sa campagne électorale à l'époque pour les cantonales. Et bon, l'autre question auquel on a été confronté à Hayange, c'est que une majorité du syndicat, enfin pas Hayange, à Nilvange, pardon, une majorité du syndicat de Nilvange, donc qui était le syndicat dans lequel était syndiqué Fabien Engelmann, s'est solidarisé de Fabien Engelmann. D'ailleurs sur le thème, Fabien il a ses idées politiques, il fait bien ce qu'il veut. Par ailleurs, c'est un bon militant syndical, donc nous, on n'a rien à lui reprocher de ce point de vue-là. Donc voilà. Donc le vrai sujet, ça a en fait été de mener le travail auprès du syndicat de conviction, qu'on n'a d'ailleurs pas réussi à mener dans un premier temps, et donc ça nous a conduit finalement à prendre un acte d'autorité qui était nécessaire et qui, je pense, après a pesé dans le débat et a permis aussi qu'on travaille un certain nombre de choses plus largement dans la CGT, dans le mouvement syndical, c'est-à-dire qu'on a désaffilié le syndicat. Donc constatant que les camarades du syndicat de Nilvange refusaient de changer de secrétaire général compte tenu des positions qu'il prenait publiquement, il a donc fallu qu'on prenne une décision d'ordre disciplinaire, donc qu'on a parfaitement assumé, qui je pense a été salutaire parce qu'elle a aussi eu valeur d'exemple. Ça nous a aussi permis de remettre sur le devant de la scène que certes dans la CGT on est libre de ses opinions politiques, qu'on peut avoir des engagements politiques, mais que ça ne doit pas interférer avec l'engagement syndical et qu'il ne doit pas y avoir de mélange des genres, première chose. Et que deuxièmement, un engagement dans la CGT n'est pas compatible avec un engagement à l'extrême droite, puisque l'extrême droite prône la division du salariat sur des critères nationaux, ethniques, je ne sais quoi. Et que ça, dans la CGT, ça n'est pas acceptable, puisque la CGT, c'est le syndicat de tous les salariés, et que donc on ne peut pas tolérer qu'on ait dans nos rangs des militants qui portent des thèses contraires à l'idée qui est en fait la véritable question, c'est est-ce que ce qui est fondamental pour nous, c'est la frontière de classe ou la frontière nationale. Et que nous, on considère qu'on est un syndicat de travailleurs, que le clivage fondamental, c'est le clivage capital-travail, et que c'est autour de ça qu'on construit notre vision des choses et notre activité. Donc tout cela étant dit, compte tenu de l'état dans lequel est le pays, effectivement, il y a un gros travail idéologique à mener. Donc il y a des mesures fermes à prendre quand on a des militants d'extrême droite qui s'assument en tant que tels dans la CGT, donc ça effectivement c'est pas compatible, donc ça doit se régler comme ça a pu se régler dans le cas de Fabien Engelmann. Après on a les militants les militants ou les syndiqués d'ailleurs qui glissent, c'est-à-dire qui petit à petit reprennent des thèmes, tiennent des propos pas acceptables, voilà, qui contribuent au développement des idées d'extrême droite. Ça se traite
autre manière, c'est-à-dire que c'est des camarades dont il ne faut pas considérer qu'ils sont perdus de toute éternité, parce que si ceux-là ils sont perdus, ça veut dire qu'on considérerait que les millions d'électeurs du Front National ou des autres formations d'extrême droite seraient perdus de toute éternité. Bon, si on pense ça, on a quand même un gros problème. Donc on a une bataille de reconquête des esprits à mener. Donc le travail du coup à mener dans ce cadre-là, c'est un travail politique de fond qui est mené notamment dans le cadre de la campagne qu'évoquait Pascal, donc qui est à la fois simple et compliquée. C'est-à-dire que je pense qu'il faut remettre au cœur de tout ça que le problème majeur pour les salariés en France et dans le monde, c'est la question de la répartition des richesses, et que pour que leur vie s'améliore, ça veut dire qu'il faut répartir les richesses autrement, et que c'est pas en virant une partie de la population, en la ghettoisant, en essayant de la faire partir du pays, qu'on va résoudre les problèmes de fond auxquels ils sont confrontés. Et que le vrai sujet, qui est d'ailleurs un sujet que ne pose jamais l'extrême droite, c'est la répartition des richesses, c'est-à-dire comment on fait en sorte que ceux qui produisent le travail soient les premiers bénéficiaires des fruits de leur travail. Et je pense qu'un des grands axes sur lesquels il faut qu'on bosse, c'est que l'extrême droite ne répond absolument pas à cette question-là. On le voit dans les thèmes qu'elle porte, on le voit dans la gestion qu'elle mène. Et donc je pense que c'est un des principaux vecteurs sur lesquels il faut qu'on appuie. Oui, même au contraire, sur par exemple la fonction publique, Marine Le Pen s'est clairement prononcée sur le fait qu'il fallait, notamment dans la territoriale, en supprimer, qu'il y avait trop de fonctionnaires territoriaux. Enfin, voilà, donc ce discours effectivement de solidarité ou de soutien aux salariés, on voit bien que ça n'est qu'un discours qui n'a pas, au contraire, de fond pensé, même sur les cheminots. Enfin voilà, il n'y a pas. Donc le fait que les salariés puissent être dupes, ou la population puisse être dupe de ce discours-là, comment on arrive là où nous sommes à convaincre que ces idées sont fausses. Pour convaincre, nous à Yange, on n'a pas besoin de faire grand-chose, on a juste besoin d'analyser. Il est arrivé, il critique largement la politique Macron, ouvertement, il est toujours en train de critiquer Macron, mais il se vante de faire des économies sur le dos du personnel. On a déjà 50 personnes, approximativement 50 départs en retraite non remplacés. Il précarise les services, il y a l'éloignement du service public qui s'y oppose, mais que dans la communication, dans les actes. À part là, il est apparu pour une fermeture de service de l'hôpital, mais il a fait un peu un flop parce que c'était un appel syndical, qu'il y a eu beaucoup de syndicats qui sont venus, mais ses soutiens n'étaient pas là. Donc je pense qu'il n'y a juste besoin de regarder comment sont gérées les villes FN. Je pense que juste regarder, s'intéresser aux 11 villes, comment elles sont gérées, quelles sont les répercussions de leur gestion. Parce que moi je pense que Macron, il est désagué par tout le monde, même par nous. Il fait une politique exécrable. Ils veulent tout casser. Mais je dirais que son meilleur élève, c'est Fabien Gelman, pour l'exemple. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait des économies sur le personnel. Et je sais pas, que en analyse ça, on a tout dit. On n'a pas besoin de faire de débat de fond. Je pense que juste en disant ça, on a tout dit. Je pense que ça suffit pas, parce qu'il y a quand même un ancrage du vote Front National, y compris dans les mairies gérées par l'extrême droite. Donc ça doit interpeller au présidentiel. On a vu même dans beaucoup de villes que le Front National obtenait autant, si ce n'est plus de voix qu'au municipal. Alors sur Mantes-la-Ville, c'est pas un endroit où le FN est majoritaire en tant que tel tout seul. Et d'ailleurs au deuxième tour, globalement ça a voté très fort contre le Front National, mais malgré tout il y a eu plus de voix au deuxième tour en 2017 au présidentiel qu'au deuxième tour des municipales en 2014, et ça on le constate dans de nombreuses autres villes. Ça veut dire que même après plusieurs années de politique antisociale, où voilà, on vide effectivement toutes les structures, qu'elles soient directement gérées par la mairie, associatives, de leurs moyens ou de leur contenu, une partie de la population, malgré tout, maintient son vote pour le Front National. Donc je pense qu'il y a aussi d'autres leviers. Alors bien sûr qu'il faut qu'on continue d'expliquer la réalité de la gestion du Front National, même si ils ont quand même depuis quelques années une volonté de lisser leur image, leur politique, voilà, parce que je pense qu'ils voient à long terme. Je pense qu'il y a aussi les questions, ça a déjà été dit, voilà, de racisme, les questions liées à l'immigration, etc.
qui accrochent un certain nombre d'électeurs et qui font une base assez solide. Et je pense que c'est là où la CGT, effectivement, elle doit réaffirmer très fortement qu'on est aux côtés de l'ensemble des salariés, que tous les salariés voilà, ont des intérêts communs et combattent cette logique de bouc émissaire, de dire les problèmes viennent des chômeurs, viennent de l'immigration, et qu'on doit redire non, les problèmes ils viennent du système capitaliste, ils viennent effectivement d'une répartition des richesses très inégale et qui accroît les inégalités de plus en plus, et qu'on soit aux côtés aussi de tous les salariés et de toute la population qui sont directement aussi victimes. Parce que quand Pascal il dit oui c'est la guerre, effectivement, on a bien vu que au fil des montées du Front National dans les scores électoraux, une partie de leurs électeurs, de leurs militants, voilà, se permettent d'insulter des gens dans la rue voilà, avec des slogans racistes, voilà, qu'il y a quand même toutes ces agressions-là. Voilà, il y a aussi les agressions homophobes qui sont en augmentation. Donc tout ça aussi, ça a décomplexé et ça crée effectivement une peur chez ceux qui en sont la cible. C'est pour ça qu'on doit montrer aussi qu'on est aux côtés pour tous vraiment combattre pour la justice sociale et l'égalité. Et tu disais tout à l'heure, tu nous montrais avec précision le danger que tout ça représente et que seules les luttes et de lutter contre cette misère sociale, il n'y a que ça qui permettra de lutter efficacement contre l'extrême droite. On sait aussi bien sûr que, par exemple, Hitler n'est pas arrivé comme ça tout seul au pouvoir, hein, c'est le capitalisme qui en a eu besoin à un moment donné dans sa période de crise. Est-ce que vous pensez que la période de crise aujourd'hui du capitalisme, est-ce qu'ils ont besoin d'avoir recours à l'extrême droite pour se sortir de cette crise-là, ou est-ce qu'aujourd'hui c'est pas un danger immédiat? Non, mais je pense que là tu soulèves un point qui est fondamental. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'à différents moments, si on étudie notamment, puisque tu cites l'Allemagne, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé, parce que Adolf Hitler et le NSDAP, il n'est pas arrivé au pouvoir par hasard. Il est arrivé au pouvoir aussi dans une certaine période, certes historique, mais parce qu'à un moment donné, comme l'a dit Baptiste, par rapport à un travail de fond qui a été mené auparavant, il a été mené dans la société allemande. Et la facilité de dire que c'est en gros la défaite de 18 qui a provoqué, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Et je pense qu'y compris aujourd'hui en Allemagne, je pense à quelqu'un comme Rainer Höss, hein, qu'on a fait venir dans une initiative, d'ailleurs en Meurthe-et-Moselle il y a quelques semaines, qui est quelqu'un de très intéressant, qui est un antifasciste quand même extrêmement, comment je dis, motivé. Bon, il a un parcours de vie assez terrible, hein. Il est le petit-fils du commandant d'Auschwitz. Il a découvert ça à l'âge de 15 ans, puisqu'il y avait des tabous. Et donc la façon, quand j'ai discuté avec lui, y compris dans la société allemande, de ce qui s'est passé derrière, d'ailleurs la défaite du nazisme, où il y a quand même des choses qui n'ont pas forcément été réglées dans la société allemande et qui réapparaissent quelque part aujourd'hui, mais comme en France, comme en Italie. Il ne faudrait pas qu'on pense que... Voilà. C'est-à-dire que ce tabou-là, cette façon de ne pas avoir appréhendé à un moment donné les questions de fond, hein, que tu soulèves. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a une volonté de rejeter l'autre. Il y a une structuration sociale de l'extrême droite qui travaille, je dirais, mais comme l'a dit Baptiste, le fond, c'est-à-dire d'organiser une partie donc, du salariat, en tout cas les classes populaires, parce qu'il ne faut pas avoir peur du mot, les classes populaires, pour les amener vers un vote d'extrême droite. Donc c'est vrai qu'on a besoin d'avoir des politiques sociales qui sont fortes. Or là, je suis travailleur social de profession. Lorsqu'on regarde décennie après décennie ce qui est en train de se passer dans les quartiers populaires, lorsqu'on regarde le maillage territorial, comment, tout compte fait, on aide, mais on aide les jeunes aussi, c'est-à-dire politique sociale, c'est dès l'enfance. Or, vous êtes bien placé pour le savoir dans votre fédération, on voit bien que les moyens sont largement insuffisants, que l'austérité, elle se traduit par une baisse d'année en année de ce qu'on investit dans le social. Or, à un moment donné, dans ces endroits-là, lorsqu'on n'a pas créé les conditions de fournir une bonne éducation à des jeunes, lorsqu'on n'a pas créé les conditions de leur fournir une activité ludique, sportive, associative, lorsqu'on n'a pas créé les conditions, vous voyez, d'avoir un environnement dans le quartier qui est favorable à ce que les gens se sentent bien, voilà, on voit bien que les gens, ils souffrent.
ils sont dans un mal-vivre parce qu'ils sont dans des quartiers, mais des fois c'est aussi dans le rural, hein, je veux pas, où on se sent éloigné de tout, on se sent rejeté. On commence à regarder le voisin parce qu'à un moment donné, bah lui il a peut-être pu se payer un truc qu'on n'a pas pu se payer en se disant mais bon bah alors lui il a un truc que moi j'ai pas, mais pourquoi? Et on tombe dans le piège. On tombe dans le piège du rejet de l'autre, de la petite jalousie, et tout ça, ça provoque, vous voyez, une structuration du vote d'extrême droite. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais si on prend des villes comme Béziers, des villes comme Nîmes, on n'a pas parlé du Nord-Pas-de-Calais où on bosse beaucoup avec notamment l'UD du Pas-de-Calais sur ces questions, hein, puisqu'il y a une implantation forte aujourd'hui du Front National dans ce département et même dans la région maintenant, hein, avec plusieurs députés, avec Hénin Beaumont, enfin vous voyez, on a quand même là vous voyez, des villes où il y a une pauvreté. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on affronte ce débat. C'est pas possible qu'on laisse, qu'on laisse se développer des zones comme ça où, historiquement, il y avait un maillage, excusez-moi le terme, territorial de certaines forces politiques progressistes, où l'organisation syndicale qui est la nôtre était extrêmement présente. Elle l'est toujours d'ailleurs, même si elle l'est moins, notamment dans des bassins ouvriers, dans des bassins où il y avait de la sidérurgie. C'est le cas d'où on vient, de la vallée de la Fège, en Moselle, mais il n'y a pas que là. Quand on voit les anciens bassins miniers, on voit bien que là, il y a des choses qui ont été un peu perdues. On a laissé faire. Il y a tu parlais d'éducation politique dans le sens noble du terme, on n'a pas tenu des fondamentaux. Donc c'est comment maintenant, nous, parce qu'il n'y a pas que nous, je crois que beaucoup doivent s'interroger, mais je pense que des gens s'investissent dans le milieu associatif, ça passe par le sport aussi. Voilà. Ce qu'on a besoin, c'est que les gens ils retrouvent cette volonté de s'investir, de donner du temps aux autres, pour créer des conditions. Parce que, et ça c'est historique, c'est qu'à un moment donné, lorsque ce n'est pas les progressistes qui organisent, les forces d'extrême droite, elles le font, mais elles le font à leur manière. Et c'est pour ça que le bastion social, à toutes ces associations-là qui sont en train de se créer dans différentes villes, grandes villes de France, est extrêmement inquiétant. Et c'est pour ça que moi je salue, hein, y compris des camarades de la CGT, mais pas que, il y a quand même des collectifs, il y a des organisations. Je vois dans le Bas-Rhin, notre union départementale est à l'offensive avec des associations, d'autres syndicats, des partis politiques, pour organiser aussi une résistance, pour contrer, pour interpeller les préfets. Comment ils peuvent autoriser à un moment donné ce genre de groupuscule à ouvrir ce genre de lieu où ça s'est traduit notamment, tu le soulignais Sonia, à Strasbourg par des violences très rapidement. Bon, donc voilà, il faut qu'on utilise tous les leviers. Hein. C'est le levier du long terme, hein, comme l'a dit Baptiste, et on le sait, hein, c'est un marathon, hein, sur lequel on est parti. C'est un travail de fond. Et ces aspects-là, l'analyse, l'explication, la pédagogie, être attentif, alerter, embêter, pour être poli, les autorités publiques, hein, lorsqu'il y a des décisions à prendre, et de les prendre, à un moment donné, je pense qu'on est aussi en droit d'interdire de demander de l'interdiction de certains groupuscules qui sortent du cadre de la loi. Donc c'est aussi notre rôle de syndicat d'aller là-dessus. Vous voyez, donc il faut aussi s'autoriser, même si par le passé on a pu croire que ça suffisait, et ça on voit que ça ne suffit pas, mais on doit aussi s'autoriser à des moments de manifester, de faire des rassemblements, de protester là où il y a des rassemblements d'extrême droite et qui sont inadmissibles dans la cité. Ouais. C'est cette addition, cette conjugaison de toutes ces activités-là, nous en interne, avec d'autres, parce qu'il y a d'autres acteurs, on ne peut pas tout faire tout seul, c'est pas possible. Hein. Voilà. Mais en tout cas, déjà, là où nous sommes organisés avec les salariés du public, du privé, on doit bosser ces questions. Hein. C'est fondamental. Moi, quand je t'entends, tu vois, j'entends aussi, tu nous dis, il faut aussi qu'on aille, ce que tu disais dans les associations, etc. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se suffire, en tout cas ce que je comprends dans ce que tu dis, d'être dans un syndicalisme peut-être plus habituel avec des manifestations, etc. Il faut aussi qu'on aille dans les associations en tant qu'individu, en tant que militant. Est-ce que c'est aussi... On fait de l'éducation populaire, je crois que c'est important. Moi, ce que je voulais rajouter, mais par rapport à ta question précédente, c'est aussi qui sont les militants, les cadres du Front National. C'est quand même en général, c'est-à-dire la petite bourgeoisie, notamment dans les petites villes, c'est-à-dire des médecins, des petits patrons, etc. etc. Et que ça pèse aussi sur leurs salariés. Voilà, moi, je discutais avec une salariée d'une très petite entreprise, ils sont 2-3 salariés maximum. Voilà, le patron, à mon avis, clairement, il vote Front National. Il passe sa journée à discuter avec ses salariés qui sont en plus plutôt jeunes. Voilà, des vidéos d'Alain Soral qu'il a pu voir, etc. De théories complotistes qu'il peut relayer. Voilà, et je pense qu'il y a aussi cette influence-là directe, voilà, dans un type d'entreprise où
le syndicalisme, hein, la CGT, mais pas que nous, on a du mal à s'implanter, à trouver des formes d'organisation pour ces salariés-là. Et je pense que ça pèse aussi dans la diffusion de ces théories-là, parce que les salariés de petites entreprises, bah, mine de rien, c'est quand même plusieurs millions de salariés en France, donc ça finit par peser aussi. Et puis voilà, il y a le poids, effectivement, des notables locaux. Si on se dit qu'on va être fâché avec le notaire du bled ou je sais pas quoi, parce qu'on s'est opposé à ses propos racistes ou antisémites ou homophobes, voilà. Et donc il y a cet enjeu de classe-là aussi, mais qui n'est pas une espèce de stratégie forcément globale, mais qui au quotidien pèse énormément. Et on a besoin, voilà, de travailler aussi, c'est un travail de fond qu'on fait aussi, mais comme quoi notre travail d'implantation syndicale partout, dans tous les types d'entreprises, voilà, il joue aussi sur cet enjeu-là de combattre, de faire battre les idées d'extrême droite. Baptiste, je voudrais te demander, donc nous on a un statut, les fonctionnaires, un statut qui a des exigences, et notamment on se doit en tant que fonctionnaire de veiller à ce que l'intérêt général soit préservé et que la population soit traitée avec équité, égalité. C'est notre statut qui nous dit qu'on se doit d'être vigilant sur cette question. Et donc, est-ce que tu sais si il y a eu des fonctionnaires qui ont été dans l'obligation de faire valoir ça, c'est-à-dire de dire mon statut me contraint à dire que je dois servir, comme vous parliez tout à l'heure, de population sur des prestations ou voilà. Est-ce que tu as des exemples ou bien si nous n'en avons pas à notre connaissance, comment un fonctionnaire peut faire valoir ça dans le cadre de ses missions au regard de son statut? Je vais prendre le truc à l'inverse. On est en train de se dire que l'extrême droite mène des politiques désastreuses au plan social. La véritable question, c'est s'il n'y avait pas le statut des fonctionnaires, quelles seraient les politiques et jusqu'où elles iraient. Ouais. Et qu'on assisterait sans doute à des choses largement pires. Donc aujourd'hui, la situation, elle est grave. Mais heureusement qu'il y a le statut des fonctionnaires pour que nos collègues aient un certain nombre d'éléments de défense vis-à-vis des ordres, y compris illégaux, auxquels ils peuvent faire face. Et heureusement qu'ils ont encore des droits syndicaux pour se défendre. Cela dit, la situation, elle peut être très très compliquée. Je n'ai pas en tête où en sont les agents territoriaux d'Orange qui est donc administré par l'extrême droite depuis 1995. De ce que je sais, la situation n'est pas brillante, y compris il y a sans doute maintenant des choses qui sont intériorisées, et voilà. L'extrême droite au pouvoir dans la durée, je pense que ça finit forcément par peser dans les esprits et voilà, conduire y compris les collègues encore une fois, j'ai pas d'exemple très précis en tête, mais bon, je crois que c'est une ville dont on n'entend plus trop parler, je ne sais pas si c'est bon signe. Oui, soit avoir peur éventuellement, ce que tu disais, c'est-à-dire pas forcément par adhésion, mais peut-être par peur, parce que voilà, quand on discutait un petit peu avant de cette rencontre, on disait qu'ils avaient commencé de suite par mettre des notes de service partout, des notes de service dans lesquelles à chaque fois il ne manquait pas de dire que sanction disciplinaire si vous ne faites pas ça, etc. Donc cette peur-là... c'est la raison pour laquelle, alors que le gouvernement sait pertinemment que l'extrême droite, quoi qu'il en dise, est quand même encore très largement implanté dans l'électorat, et que moi je ne crois pas à la bulle Marine Le Pen, la bulle Front National qui va retomber d'un seul coup. C'est pas comme ça que ça va marcher à mon avis. C'est d'autant plus inquiétant de voir aujourd'hui que le gouvernement s'attaque au statut des fonctionnaires, alors qu'il sait très bien qu'en termes de gestion locale, ça peut conduire à des véritables catastrophes. Et c'est pour ça que je rejoins Pascal sur l'idée qu'il y a quand même un jeu pour le moins trouble de la part de ce gouvernement vis-à-vis de l'extrême droite. On le voit sur certains aspects, donc la manière notamment dont il laisse effectivement un certain nombre de groupuscules prospérer aujourd'hui, et notamment dans cette période de mouvement social, on voit qu'il s'attaque notamment au mouvement étudiant. Enfin, il n'y a pas de hasard à tout ça, quoi. Tout ça, à mon avis, est quand même, si ce n'est organisé, en tout cas toléré, utilisé, etc., quoi. Et ce gouvernement joue vraiment, de ce point de vue-là, un jeu dangereux.
Et s'il le joue, ça me ramène à ma question précédente, s'il le joue, parce que c'est un gouvernement de droite, de ce point de vue, il n'y a pas de doute, s'il le joue, est-ce que c'est parce que le capitalisme qu'il défend, c'est pas par innocence, c'est pas par bêtise, c'est pas... Voilà. Donc est-ce que c'est aujourd'hui le bras armé du capitalisme pour dire, tout compte fait, l'extrême droite aujourd'hui peut nous servir malgré tout? Alors, pas forcément dans ce qu'on a connu dans l'histoire, mais en tout cas pour mettre cette peur-là, pour semer cette division-là parmi les populations. Est-ce que c'est bien de cela dont il s'agit? Oui. C'est vrai que tout à l'heure, je me suis peut-être un peu égaré par rapport à cette question, mais je crois que tu poses là le doigt sur quelque chose qui est fondamental. Dans ta question, il y a la réponse. C'est malheureusement une donnée forte. Lorsqu'on étudie les extrêmes droites sur les différents continents à différentes époques, bien sûr que c'est le bras armé du capital. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour les détenteurs du capital que d'avoir une extrême droite aux manettes qui, de toute façon, est systématiquement, je veux dire, à l'offensive contre les forces progressistes, tape, alors c'est pas les seuls, enfin tape très fort contre les organisations syndicales, je veux dire, cadre la société d'une manière tellement, quelque part, d'une violence inouïe que les luttes sociales... des fois elles sont réduites à néant, hein, parce que si vous voulez, il y a des endroits, alors ça existe encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, il y a des endroits où être syndicaliste, ça veut dire une balle dans la tête. Être syndicaliste, ça veut dire, on l'a connu, et on le connaît encore, mais il y a des endroits c'est 10 fois pire, où commencer à revendiquer et à leur faire grève, c'est le licenciement sec, sans espoir de retrouver un travail, soit dans la commune, enfin dans la région, ou dans la profession. Donc c'est vrai que tout à l'heure tu citais les années 30, donc oui, très clairement. On est, je crois, dans une phase là qu'on peut qualifier d'historique, parce qu'on voit aussi qu'on a des tensions géopolitiques. Hein. On est quand même dans une période où il y a une raréfication, des ressources naturelles, une augmentation très forte qui s'annonce dans les 50 ans de la population. On va quand même atteindre 9 milliards d'habitants. Il y a des enjeux là au niveau économique qui sont en train de se jouer, voilà, y compris sur notre continent, qui va perdre de l'influence au niveau économique par rapport à nos voisins mondiaux, hein, notamment je pense au continent africain qui va se développer d'une façon extrêmement forte en termes de population, en termes de développement économique. Donc il y a tout un environnement qui est là et qui quelquefois peut être angoissant pour les gens qui se posent des questions, parce que c'est vrai que les choses changent vite et que ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est comment on accompagne ces changements, comment on forme les gens, comment on éduque, comment on crée les conditions, qu'y compris il y a des évolutions dans les métiers, qu'il y a des évolutions, pour accepter que le lieu de vie il évolue, y compris dans la composition sociologique des gens, et puis que tout ça fasse que, on prenne plutôt ça avec une curiosité, un intérêt de connaître l'autre, de s'intéresser à des cultures différentes, et de faire en sorte que les gens vivent bien entre eux. Moi, je suis toujours frappé. Alors, je ne veux pas en faire une généralité scientifique, mais quand on s'attache à analyser les résultats électoraux, et c'est le cas notamment dans la vallée de la Falaise, hein, puisqu'on vient du même coin, voilà, j'ai grandi pas loin d'Ayange, mais dans des autres zones, on observe quoi la plupart du temps? Que dans les lieux où il y a un brassage de population, où les gens ils ont grandi ensemble, ils étaient à l'école ensemble, ils ont fait des conneries ensemble, ils ont été au foot, ils ont fait... Voilà, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'extrême droite, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, parce qu'il y a des problèmes, mais il y a un score, une popularité de l'extrême droite qui est beaucoup plus faible. Et on observe que ce sont dans les communes situées aux alentours, où on a une composition sociologique plus monolithique, voilà, bon, pour être très clair, des endroits où on va plus se retrouver des gens un peu de notre style, voilà, européens, blancs, voilà, et où on a du coup un développement, voilà, d'idées sur les autres, où on se dit tiens, là-haut, qu'est-ce qui se passe, et où ce discours, là, il se distille, il se développe, cette question de l'entre-soi, là où c'est le bordel, il se passe des choses, et puis on va mettre le bulletin Front National dans l'urne parce qu'on se dit que c'est ça qui va protéger, mais parce qu'on ne s'est pas donné la peine aussi d'aller connaître vraiment les gens qui vivent à des fois à 10 km de là. Ouais. Donc vous voyez, tout ça, c'est pour ça que c'est difficile. C'est difficile. Vous voyez que ça renvoie à plein de questions dans ce que tu disais. Parce que du coup, ça renvoie aussi, y compris quand on parle de logement social, comment il y a la mixité sociale, comment on fait qu'il n'y ait pas des endroits qui sont aujourd'hui devenus des ghettos, parce qu'il faut le dire. On a des endroits en France aujourd'hui qui sont devenus des ghettos. On a des endroits où on met une population pauvre, entre soi. Et vous savez,
Moi, je me suis occupé de beaucoup de gens en difficulté sociale. Lorsqu'on laisse les gens, que des gens en difficulté entre eux, bah, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc on doit aussi être intelligent, mixer les personnes de différentes catégories, faire en sorte que les gens se côtoient, les gens se connaissent, hein, donner de l'activité. Tu parlais des associations. C'est important quoi, qu'il y ait quelque chose qui soit, comment dire, offerte en termes d'occupation. Gamins, adolescents, adultes, ouais, des lieux de rencontre. Et c'est vrai que tout à l'heure tu posais, je pense, un point fondamental, et ça se décrète pas, hein, par aucun de nous ici. Hein. C'est comment, y compris peut-être nos militants, nos syndiqués, ben, c'est vrai que bien sûr qu'ils font des choses déjà beaucoup dans la CGT, mais comment des fois peut-être on donne un peu 1 heure ou 2 par-ci par-là pour favoriser du social, quoi, le lien social. Ça c'est fondamental. C'est fondamental parce que l'extrême droite, elle profite toujours de ça. C'est que là où on n'est plus présent, je dirais, comment je vais le dire, les personnes de bonne intelligence, ceux qui ont envie que ça se passe bien, vous voyez, eh ben, ils prennent la place et ils distillent. Voilà. Et ça, je pense que ça parle, y compris à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Des fois, on est là avec ces gamins, un club de sport, on entend les gens parler, et des fois, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Bon, ben, comment on réussit peut-être un peu à s'investir et puis, bon, à prendre les gens d'une manière qui appartient à chacun, parce qu'on est tous différents, d'essayer de causer, quoi, d'essayer de faire évoluer les esprits, quoi. Donc, c'est... Et par rapport à notre jeunesse, parce que c'est vrai que notre jeunesse aujourd'hui, elle est largement en difficulté. Dans certaines cités, banlieues, on voit que le trafic et la drogue sont quand même monnaie courante dans certains endroits. On a eu, par exemple, au 1er mai, tout un mouvement de jeunes, plutôt dans une contestation qui s'exprime de manière un peu violente. Donc je crois que pour nous, CGT, ce à quoi nous allons nous atteler, très certainement, nous devons nous atteler, c'est par rapport à cette jeunesse-là, comment on est en capacité d'aller vers eux, d'être entendu, compris par eux, reçu. Et je crois que c'est vraiment, tu disais, on travaille beaucoup, on fait on réfléchit, des formations, etc. C'est vraiment sur ces points-là. À notre fédération, on a quand même des journées d'études assez régulièrement sur toutes ces questions-là qui nous préoccupent. Et je crois que c'est ça qui doit être porteur là d'espoir. C'est un combat, vous l'avez dit, qui va durer, qui sera très certainement rude, mais que l'on va gagner parce que l'enjeu est trop important pour que on ne le gagne pas. Donc je crois vraiment que c'est tout cet enjeu qui nous attend et sur lequel nous sommes tous mobilisés. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait cette discussion-là ce soir, qui se prolongera, qui ne cessera pas ce soir. Donc je crois qu'on arrive un peu à la fin de cette discussion et je crois qu'on sera tous d'accord pour dire aussi que pour terminer, on va avoir une pensée très forte pour le peuple palestinien qui meurt, qui est abattu, et pour dire aussi que pour la CGT, c'est bien la paix dont il est question. C'est de travailler sur la paix. Les peuples ont droit à la paix, quel qu'il soit, qu'ils soient palestiniens ou israéliens. Et c'est bien cette question-là qui est au cœur de nos préoccupations. Et que l'extrême droite sera combattue parce qu'on aura gagné cette question de la paix. Donc voilà, c'est des moments difficiles en Palestine. Juste un mot là-dessus, parce que j'ai lu, moi, avec intérêt, j'ai lu ce qu'a dit Louis Alliot sur le sujet. Louis Alliot qui est vice-président, je ne sais plus quoi, du Front National, peu importe, un de ses principaux dirigeants. Louis Alliot a dit sur la Palestine, Israël n'a fait que défendre sa frontière. Donc, il y a des moments clés comme ça. C'est comme quand Marine Le Pen dit « je suis avec les cheminots, mais je suis contre la grève des cheminots ». Quand le responsable du FNJ dit que les étudiants en lutte sont des crasseux qui empêchent ceux qui veulent travailler d'étudier, etc. À chaque moment clé sur la scène nationale ou internationale, le Front National est toujours du mauvais côté, c'est-à-dire du côté des oppresseurs. Donc je pense qu'y compris sur cette question-là, on n'est clairement pas dans le même camp et que voilà, nous on est une force d'espoir et qu'il faut qu'on travaille dans ce sens-là. Tout à fait.